Nouvelle approche diagnostique des méningocéphalites. Alors je donne la parole à professeur Zoher. Voilà. Bonjour, salam alaikum, je remercie la marraine ça marche, de nous avoir réunis encore une fois en présentiel dans cet environnement convivial. Et rapidement, je présente professeur Zoher, qui est chef de service de virologie et bactériologie à l'hôpital militaire Avicenne à Marrakech. Il est responsable aussi de la microbiologie en formation à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, et aussi président de l'association de lutte contre les maladies infectieuses. Il a aussi d'autres casquettes académiques et facultaires, qu'on va découvrir ultérieurement. Vous aurez le plaisir d'écouter M. Zoher, comme d'habitude. Je vous donne la parole. Merci. Merci, professeur Hafedi. Je ne sais pas s'il y a un... Ah, d'accord, très bien. Pour revenir, c'est ça. Voilà. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à cet événement scientifique qui est notamment régional et qui a de plus en plus un rayonnement national. Je tiens à les remercier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bougé, on faisait des webinaires, etc. Et là, aujourd'hui, on est en présentiel et ça fait plaisir de reprendre progressivement. Je tiens à remercier aussi Imalliance qui nous ont permis d'organiser ce symposium. Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis. Donc aujourd'hui, nous allons parler en fait sur 3 volets des nouvelles approches diagnostiques des méningites chez l'enfant. Les 3 volets, on va d'abord voir un petit peu l'évolution des méningites chez l'enfant à travers quelques années, et puis une étude récente que nous avons menée sous l'égide de la SOMIPEV, la Société marocaine d'infectiologie pédiatrique et de vaccinologie. Et bien sûr, on va voir l'évolution des étiologies des méningites chez l'enfant. Et puis, on va, dans un 3e volet intéressant aussi, comparer les techniques que nous utilisons actuellement pour, bien sûr, diagnostiquer biologiquement les méningites au laboratoire. Alors, ça, c'est une urgence, la méningite, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Les méningites bactériennes posent toujours un réel problème de santé publique. Ça, vous le savez mieux que moi. La mortalité avoisine 10% depuis quelques années. Ça a été réduit depuis l'introduction des vaccins contre l'hémophilus en 2007 et celui du pneumocoque en 2010. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors, nous, au laboratoire, bien sûr, on va étudier lorsqu'on reçoit la ponction, le LCR, puisque vous savez que la ponction lombaire est l'examen clé. On voit l'aspect macroscopique. L'examen direct avec la coloration de Gram. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que la sensibilité du Gram, elle est à 80% en l'absence d'antibiothérapie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des faux négatifs à 20% de faux négatifs sur un LCR pour un syndrome méningé. Et donc, ça, c'est important. Alors, ça descend jusqu'à 60%, 40% de faux négatifs lorsqu'il y a une antibiothérapie déjà instaurée. Donc, il faut se fier du Gram, bien sûr, lorsque vous attendez, bien sûr, impatiemment l'examen direct, le résultat de l'examen direct. Et bien sûr, il y a une sensibilité vis-à-vis des bactéries. On est à 90% sur un gramme pour le pneumocoque par rapport au méningocoque qui est 70%, voire l'hystéria qui est à 40% seulement. Et puis, la sensibilité de la culture, elle est à 80% aussi en absence de l'antibiothérapie. Et donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'on peut avoir une culture négative lorsque, même sans antibiothérapie, parce que la sensibilité reste intéressante mais limitée dans certaines situations. On utilisera la coloration de Zénison pour rechercher par exemple lorsqu'on suspecte une méningite tuberculose, bien sûr avec une orientation clinique derrière. Alors, on va voir
qu'il y a bien sûr une épidémiologie que vous connaissez certainement, avec une mortalité qui est fluctuante autour de 10% jusqu'à 14%. Bien sûr, il y a un observatoire national des méningites chez l'enfant qui, bien sûr, qui dresse le bilan à chaque année. Et donc, jusqu'à 2018, vous voyez que le gradient des méningites va du nord vers le sud. Et donc, on a beaucoup plus de cas du nord au nord par rapport au sud. Donc, il y a bien sûr des éléments de réponse par rapport à ça. Alors, il y a quand même une certaine différence lorsqu'on parle des étiologies des méningites. Bien sûr, le méningocoque l'emporte par rapport au pneumocoque, parce que c'est les deux étiologies principales des méningites bactériennes. Je parle de méningites bactériennes. Et puis, vous voyez que les méningo B, bien sûr, c'est le sérogroupe principal qui est majoritaire au Maroc actuellement. Et ça, c'est un élément important, puisque vous voyez ici que depuis 2012, nous avons autour de 50% des étiologies des méningites bactériennes dues au méningocoque et le pneumocoque aux alentours de 40%. Et puis quelques cas d'hémophilus, bien évidemment, puisque la vaccination anti-hémophilus a réduit considérablement les méningites à hémophilus. Vous voyez ici que, bien sûr, le méningo, on va rapidement voir l'étude Méninstop qui a commencé depuis le 18 février 2019 et donc qui nous a permis de voir un petit peu l'évolution des méningites chez l'enfant. Alors, il y a eu bien sûr des réunions sur le sujet à travers le royaume pour bien sûr intégrer les différentes villes, bien sûr. Et donc, cet objectif était d'abord d'améliorer le diagnostic étiologique des méningites bactériennes aiguës chez l'enfant et la distribution des sérogroupes du méningocoque et par l'utilisation de la PCR en temps réel. Et ça, c'est un élément important qu'on voulait implanter pour, bien sûr, faciliter le diagnostic et avoir beaucoup plus un panel qui permettrait, bien sûr, de voir les sérogroupes, etc. Et une étude mythocentrique a été menée de façon prospective pour, bien sûr, au niveau de 3 pays de l'Afrique du Nord, notamment l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et nous travaillons ensemble dans ce sens pour faire le typage des agents de la méningite bactérienne aiguë, notamment pour l'hémophilus, le streptocoque, le pneumocoque et le méningocoque. Nous sommes arrêtés, bien sûr, lors des discussions pour faire chaque année 300 LCR au Maroc, en Algérie et 200 en Tunisie. Et donc, c'est un projet, en fait, c'est une étude qui est menée sur 3 années et qui a commencé en février 2019. L'objectif, bien sûr, on l'a bien dit, de mettre en place la PCR et d'estimer l'incidence de la méningococcie invasive en communautaire. Il y avait d'autres objectifs secondaires, notamment, bien sûr, déterminer les sérogroupes de méningocoques, estimer l'incidence des infections invasives, et puis estimer l'impact du traitement antibiotique précoce sur le diagnostic par culture versus PCR. Et donc ça, on va le voir par la suite. Et décrire les présentations cliniques des infections invasives à méningocoque aussi, c'était un objectif secondaire intéressant. Alors, il y a eu des critères d'inclusion. Bien sûr, c'est une population d'enfants pédiatriques, population pédiatrique d'enfants âgés de plus d'1 mois jusqu'à 15 ans, qui se présentent sur le site de l'étude. Bien sûr, il y a des critères d'inclusion, la fièvre au-delà de 38, raideur de la nuque, photophobie, fontanelle bombée chez les enfants de moins de 2 ans, purpura, convulsions, etc. Et bien sûr, une combinaison dans certaines situations. On vous donnera le document si vous le souhaitez pour voir un peu plus le détail de l'étude. La signature du consentement éclairé, même s'il s'agit d'un geste que vous faisiez normalement lorsque vous avez une méningite, bien sûr suspectée une méningite chez l'enfant, la LCR, même si c'est un geste que vous faisiez, il fallait une signature du consentement pour participer à l'étude. Et ça, c'est bien sûr, il y avait des contraintes par rapport à ça. Alors, il y a eu plusieurs CHU qui ont contribué à cette étude, notamment celui de Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger, Oujda, Rabat et bien sûr avec l'hôpital Cheikh Zayed aussi, en plus du CHU de Rabat. Alors, le schéma général de l'étude, on ne va pas rentrer dans... Il y avait des documents à utiliser avec un code patient, des formulaires pour les enfants de plus de 2 ans, de moins de 2 ans, voir le carnet de vaccination, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il fallait voir dans l'étude, le consentement parental. Donc, je vous épargne les détails le code d'identification des patients pour chaque site au Maroc. Et puis, après, on colligeait tous ces LCR
pour les recevoir au niveau de l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech, en fait le laboratoire coordonnateur central de l'étude, puisque bien sûr le diagnostic se fait in situ dans chacune des villes, donc le diagnostic est livré au pédiatre immédiatement, mais pour faire une étude beaucoup plus poussée, on recevait bien sûr ces LCR pour les étudier davantage, et bien sûr il y avait un protocole pour voir un petit peu les sérogroupes. Lorsque le méningocoque est positif, on va aller voir est-ce que c'est le A, le B, le C, le W ou le Y. Et lorsque ces sérogroupes sont négatifs, on va même aller chercher, faire une PCR de sérogroupe X, si jamais le sérogroupe X est implanté au Maroc. Donc, il y a aussi une PCR sur sérotype, voir si l'hémophilus influenza, est-ce que c'est le sérotype B ou non B, puisque comme vous le savez, le vaccin est un vaccin pour l'hémophilus sérotype B. Voilà, donc, et ça c'est un élément important. Il y avait des aspects réglementaires à régler, soumission à l'International Review Board, qu'on a eu l'avis favorable le 24/5/2018, un avis favorable de notre comité d'éthique à Marrakech le 3 janvier 2019, et bien sûr, il y a eu beaucoup d'autorisations et bien sûr des questions, des interrogations à laquelle nous avons répondu avant de commencer l'étude. Voilà, donc le dossier source, le classeur investigateur, etc. Alors, le début du recrutement, le premier patient a été recruté en fait le 18 février 2019. Bien sûr, on a mis en œuvre les moyens humains derrière, les équipements, les locaux adaptés pour faire les PCR. Donc, bien avant la pandémie, bien sûr, on était déjà en train de faire des PCR de façon importante. Les types de prélèvements qu'on devait recevoir, c'est les LCR, bien sûr, mais aussi du sang, des biopsies cutanées ou autres liquides de ponction lorsqu'il y a, bien sûr, une suspicion de méningite chez l'enfant. Alors, le nombre de prélèvements que nous avons reçus, c'est 451. En fait, c'était uniquement des LCR. Nous n'avons pas reçu de sang ni de biopsie cutanée. Et donc, sur le nombre de patients qui étaient de 451 sur une année. Donc là, c'est du 18 février 2019 au 18 février 2020. L'étude continue encore. Donc, je vous ai révélé juste la première année de l'étude, puisqu'elle dure 3 années. Donc, distribution géographique, nous avons bien sûr sur ces 451 où vous avez 150 de Rabat, 178 enfants de Marrakech et 123 de Tanger. Donc, la distribution en fonction de l'âge, c'est principalement des enfants de moins d'1 an et de 1 à 5 ans aussi. Alors, quels sont les signes cliniques que nous avons bien sûr retrouvés à chaque fois? C'est surtout la fièvre en première position, suivie du vomissement, 57% des situations, raideur de la nuque dans la moitié des situations, céphalée et convulsions à 13%. Voilà les signes cliniques qu'on retrouvait principalement chez les enfants ayant un syndrome méningé et qui ont bien sûr subi le recrutement avec des critères d'inclusion. Alors, sur les 451, il y a 65 cas positifs. 65 cas positifs, donc c'est bien sûr un taux de 14% de positivité chez les enfants, bien sûr, qui avaient ce syndrome méningé, ce qui est important, bien sûr. Alors, sur ces 65 cas de méningite, voilà les étiologies que nous avons mis en évidence. Le méningocoque, 31 souches de méningocoque, 28 pneumocoques à peu près, c'est-à-dire c'est un peu équivalent, et puis beaucoup moins, 6 cas d'hémophilus. Voilà donc sur les 65 cas d'infection bactérienne. Alors, le Neisseria meningitis, c'est principalement le méningocoque qu'on retrouvait entre 1 et 5 ans, 68%, 26% chez les nourrissons de moins d'1 an. Donc, le Neisseria meningitis, le sérogroupe B est prédominant au Maroc. Ça, c'est important, on le souligne encore. C'est ce qu'on voyait auparavant, mais là, c'est confirmé, c'est le méningo B qui est prédominant, qui est majoritaire à travers le royaume, bien sûr. Et puis, en fonction de l'âge, on le retrouvait principalement entre 1 et 5 ans. Toujours les mêmes bien sûr, symptomatologies avec la fièvre en première position, vomissement après, raideur de la nuque, céphalée et convulsions.
Pour le pneumocoque, bien sûr, le pic était en janvier principalement. Et puis, on est en train de sérotyper, bien sûr, le pneumocoque aussi, pour voir les sérotypes circulants qui sont principalement non vaccinaux d'ailleurs. En fonction de l'âge, donc c'est surtout entre 1 et 5 ans principalement. L'hémophilus influenza, le pic a été entre mars et avril. Et ça, c'est important, c'est au printemps. Et toutes les souches d'hémophilus influenza étaient de sérotype non B. Ça, bien sûr, ça veut dire que l'impact de la vaccination est important. Et bien sûr, on voit de plus en plus l'émergence de l'hémophilus influenza non B dans les méningites chez l'enfant. Alors, une étude comparative a été menée, bien évidemment, pour les techniques utilisées. Nous avons utilisé la technologie FILMARRAY, donc où il y avait d'abord une technologie de PCR de référence internationale de la PCR de l'Institut Pasteur de Paris. Donc, en fait, c'est le centre de référence des infections invasives à méningocoque. Nous avons utilisé. En parallèle, bien sûr, on a utilisé la culture, l'examen direct avec culture. Et la troisième technique, c'est le FILMARRAY pour voir un petit peu la sensibilité de différentes techniques, sans parler, bien sûr, de la rapidité de l'une par rapport à l'autre. L'une qui demande 48 heures, comme les cultures classiques, etc. D'autres qui demandent 6 heures et le FILMARRAY qui demande à peine 1 heure pour avoir le résultat sur 14 pathogènes, qu'ils soient bactéries ou virus. Et donc ça, c'est un élément important puisqu'on détecte à la fois l'hémophilus, le pneumocoque, le méningocoque, le E. coli et les virus en parallèle, le CMV, l'entérovirus, l'herpès simplex virus, principalement chez les enfants ayant des encéphalites herpétiques, la HHV6, le paréchovirus et la varicelle aussi, puisqu'il y a des méningites varicelleuses qu'on retrouve très rapidement, bien sûr, sur les LCR, avec uniquement 0,2 ml. Et ça, c'est un élément important, puisque en quelques minutes déjà, on met de manipulation, c'est un système fermé, on insère dans la cassette, dans l'instrument, et puis on a, au bout d'une heure, bien sûr, ce résultat, bien sûr, de la PCR, qui a été découverte déjà en 85 et c'est le docteur Mullis qui a eu, après quelques années, le prix Nobel en 1993, puisque c'est lui qui est à l'origine, en fait, de la découverte de la PCR, qui est maintenant, aujourd'hui, vous le savez très bien, qui est devenue, bien sûr, une technique standardisée et universelle, puisqu'elle a servi considérablement, elle sert encore pour la détection, le dépistage du Covid, entre autres, bien évidemment, et ça, c'est un élément important. Alors, l'amplification génique, on ne va pas rentrer dans les détails de la technique, c'est d'abord une hybridation des amorces. On va aller chercher l'ADN bactérien ou l'ARN viral, par exemple, en utilisant des amorces et des sondes spécifiques. Il y a une TAC polymérase qui va, lorsque les amorces vont s'hybrider, cette TAC polymérase va détecter, bien sûr, ces sondes et ces amorces, et elle va, au fur et à mesure, insérer dans le milieu réactionnel les bases puriques et purimidiques complémentaires. Et donc, c'est ça, en fait, le principe de la PCR, c'est en fait à travers un seul brin d'ADN ou d'ARN, on va amplifier en millions de copies. C'est pour ça que la PCR reste extrêmement intéressante par rapport au test antigénique, par exemple, puisque si on a 4 brins d'ARN ou d'ADN, par exemple, on ne peut détecter que ça. Alors que la PCR, si vous avez un brin ou 2 brins, la PCR, à la fin, elle va vous l'amplifier en millions de copies, et après, vous pouvez faire ce que vous voulez pour détecter plus facilement, puisque vous avez amplifié en millions de copies, bien sûr, l'origine. Et ça, c'est un élément important à souligner, et donc l'apport de la PCR devient important et bien sûr capital. C'est devenu un gold standard, alors qu'auparavant, c'est une technique de luxe. 5 minutes, très bien. Voilà, donc les résultats, le pneumocoque, bien évidemment, on le détectait dans cette situation, alors qu'en culture, c'était négatif, parce qu'en général, lorsqu'il s'agit du méningite décapité, lorsque l'enfant a déjà reçu l'antibiothérapie, il n'y a pas de pousse bactérienne, mais là, ça nous permet de le détecter très rapidement. La varicelle, on n'a pas rarement vu la PCR varicelle, mais là, vous l'avez rapidement au bout d'une heure, et il vous détecte les autres, il vous dit que les autres ne sont pas détectés, ça c'est un élément important.
Quoi encore? Le cytomégalo particulièrement chez les immunodéprimés. Et donc vous voyez que les entérovirus, puisque c'est les méningites virales qu'on retrouve le plus souvent aussi, heureusement qu'elles sont bénignes. Et vous voyez, en fait, sur les 450 LCR que nous avons reçus, nous avons fait participer à cette étude comparative 178 chez les enfants de moins d'1 an qui représentaient le maximum, 64 de 1 à 5 ans et 17 de 5 à 15 ans. Voilà, donc la majorité était vaccinée par le pneumocoque et l'hémophilus influenza B, 91% principalement. Les services recruteurs, c'est des urgences pédiatriques dans la majorité des situations, avec la réa pédiatrique et la pédiatrie A aussi. Et puis, vous voyez ici que ça nous a permis de détecter les bactéries, les virus dans plusieurs situations. Vous voyez ici qu'en comparant la PCR de référence avec la culture et le filmaré, nous avons détecté beaucoup plus d'agents pathogènes par rapport aux autres techniques. 13 pneumocoques. Alors, par rapport à la culture, on a raté 3 en culture, qui était le gold standard auparavant. L'hémophilus, pareil, il y avait 3, il n'y a que 2 en culture. 9 méningocoques par rapport à la technique de référence. Et donc, vous voyez qu'il y a, cette technologie nous apporte un atout considérable puisqu'elle permet de déterminer, bien sûr, très rapidement les étiologies virales et bactériennes, voire le cryptocoque lorsqu'il... Alors, la conclusion, c'est de poursuivre la surveillance épidémiologique comme nous faisons actuellement chez les enfants, sous l'égide de la SOMIPEV, identifier le sérotype ou les sérogroupe devant toute méningite et adapter, bien sûr, les schémas thérapeutiques. Dans notre contexte, donc, cette approche syndromique a dressé le profil épidémiologique des infections méningées, elle a pu améliorer le diagnostic étiologique, et le parcours du soin, parce qu'on a rapidement le résultat, est-ce que c'est l'étiologie virale, etc., et à minimiser l'exposition aux antibiotiques, puisqu'il y a une utilisation abusive des antibiotiques. Et c'est pour ça que parmi les recommandations qui ont été proposées, c'est d'encourager la mise en place de ces outils moléculaires, notamment le filmaré, intégrer la PCR multiplex dans le circuit des soins pour tout patient, ne pas traiter par les antibiotiques lorsque la PCR ne détecte que des agents viraux, malheureusement c'est toujours le cas, mais mettre en œuvre un plan d'action pour lutter contre l'antibiorésistance et aussi sensibiliser la population par rapport au risque de l'automédication, puisque ça pose un problème de l'émergence des résistances, et mettre à la disposition des traitements antiviraux parce que ça existe. Voilà, et en plus de ces équipements, permettent à la fois de détecter d'autres syndromes, notamment le respiratoire, pneumonie, le gastro-intestinal, qui a une utilité considérable, les hémocultures qu'on peut voir dans d'autres situations. Donc on a 5 panels qui sont extrêmement importants. Et bien sûr, je tiens à remercier, bien sûr, professeur Bouskraoui, le président de la SOMIPE et le coordinateur du projet, l'équipe de Marrakech, l'équipe de Casablanca, l'équipe de Fès, l'équipe de Tanger aussi, et l'équipe de Rabat aussi. On est en train de récupérer un petit peu les LCR de Rabat. Et donc, nous sommes très contents de participer à cette étude. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Zoher, pour cette présentation excellente. Ouleftina une qualité meilleure. Merci beaucoup. C'est une technique qui rend facile la vie aux cliniciens, surtout avec l'octroi des résultats dans l'heure qui suit. Je trouve que c'est une excellente chose. J'espère qu'elle sera démocratisée, qu'elle sera, Inch'Allah, disponible pour les hôpitaux publics. Alors, je donne la parole à la salle et on a le temps pour 1 ou 2 petites questions. On attend d'avoir les questions de la salle. Si Zoher, merci pour cette présentation. Ma question, c'est qu'en tant que clinicien, comme disait Saïd, on voulait cette réponse dans les cas litigieux. C'est-à-dire quand on a une antibiothérapie préalable ou bien quand on a un diagnostic douteux, on a démarré plus de 2 antibiotiques. Vous avez bien dit et souligné que le gramme et la culture laissent 1 jusqu'à 2 patients sur 5 sans résultat. Est-ce que cette PCR permettra de combler ce déficit, si j'ose dire? Oui, justement, c'est l'intérêt d'ailleurs de l'implantation de cette technique parce qu'en fait, c'est une PCR qui va aller chercher même les bactéries qui sont mortes, qui sont tuées par les antibiotiques.
Et donc, on va aller juste extraire l'ARN ou l'ADN. Et donc, voilà. Donc, bien sûr, sur la culture, elle va juste mettre en évidence les bactéries qui sont vivantes, qui sont viables encore, mais pas la PCR. Et il suffit qu'il soit là pour détecter le génome. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est découvrir l'étiologie, c'est impératif. Et bien sûr, cette technologie le permet très rapidement, sans pour autant que les bactéries soient viables, et même si l'antibiothérapie est déjà instaurée. Oui, bien sûr qu'il y a des faux, il y a des faux positifs dans certaines situations, mais ils sont très très rares. On a eu un cas de pneumocoque qui était faussement positif, mais on ne sait pas si c'est un cas sur 13. Et on ne savait pas parce qu'on a pris en considération que la PCR de référence, c'est la PCR de Pasteur, Pasteur Paris, pardon, c'est un centre de référence qui nous a remis bien sûr en fait, les amorcelles spécifiques. Et donc, on a retrouvé avec cette technique 12 cas de pneumocoque, 13 cas par le fil-marais et 10 uniquement par la culture. Donc, on peut déjà considérer qu'il y a un apport considérable par cette technologie de fil-marais. Professeur. Une offre d'idée par rapport à l'examen direct. Quel est l'apport de la PCR fil-marais par rapport à l'examen direct dans l'heure qui suit? Est-ce que, d'après votre l'étude de mélanostop ou d'après la littérature, combien de diagnostics on gagne avec le fil-marais par rapport à l'examen direct? Parce que la culture, ça demande du temps. 48 heures, 10 jours pour avoir un résultat, et on a besoin d'instaurer une antibio, un anti-infectieux spécifique. Oui, justement. Alors, en fait, l'examen direct, ça prend du temps aussi. Parce que vous avez l'acheminement. Une fois acheminé au laboratoire, que ce soit pour faire un gramme d'abord et une culture, ou que pour faire un fil-marais, par exemple, une PCR, on va dire, multiplex, il y a le timing pour faire la coloration de grammes, parce que c'est une coloration qui doit prendre du temps, c'est plusieurs réactifs qu'on va utiliser. On a déjà déclenché la PCR multiplex par fil-marais. Au bout de 45 minutes, vous avez le résultat. Et bien sûr, alors que pour le gramme, il faut attendre qu'il y ait les différents réactifs avec un timing, que ça sèche, qu'on voit au microscope, balayer tout ça, ça prend au minimum 1 heure pour avoir. Donc, si vous voulez, lorsque vous vous adressez au laboratoire, le LCR, vous avez minimum 1 heure, 40 minutes jusqu'à 1 heure pour avoir le résultat de l'examen direct. D'accord, ça c'est important. Et entre-temps, vous avez déjà le résultat sur 14 pathogènes par le fil-marais. Bien sûr, c'est pas comparable. Qui est-ce qui vous finance pour les fil-marais? Parce que 3000 dirhams l'échantillon, c'est très cher. Je ne pense pas que c'est 3000 dirhams. Je pense que ça se réduit. En tout cas, moi, je suis pas là pour parler du prix. Nous, à l'hôpital, on l'achète parce qu'on est convaincu, on a la conviction scientifique d'abord de l'utilité de ce panel. Pas uniquement celui des méningites parce que c'est une urgence diagnostique. L'apport est considérable parce que lorsqu'on réduit le parcours du soin, on réduit l'hospitalisation parce qu'on connaît rapidement les chirurgies, on réduit le coût. Lorsqu'on explique ça aux patients et que nous sommes aussi convaincus par rapport à ça, on peut investir aux alentours de 2000 dirhams pour un test qui va nous permettre de réduire considérablement le séjour et avoir beaucoup bien sûr d'état des lieux par rapport à ça. Alors, il y a eu une réduction de 30% parce que c'était à 3000 dirhams. Je suis très heureux d'apprendre que c'est maintenant 1700, 2000 dirhams. Nous aussi, on est en train de batailler avec, bien sûr, le fabricant, avec le distributeur pour démocratiser technique. Nous, ce qui est important pour nous, c'est d'abord le côté scientifique et l'apport de cette technologie. Bien sûr, le côté financier, bien sûr que c'est un bémol pour nous parce qu'il y a un effort à faire dans ce sens et je pense que il y a un amortissement à faire. Je pense que ça va bientôt finir, l'amortissement, et on pourra démocratiser cette technologie. En tout cas, scientifiquement, c'est prouvé que c'est une technologie qui est en train de s'implanter, qui va devenir le gland standard ultérieurement. Oui, mais en gros, en comparant le prix des antiviraux, plus les antibiotiques, les antibacillaires, qu'on lance et qu'on laisse pendant des jours, je pense que le rapport qualité-prix pour l'examen, il est tout à fait acceptable. Exactement. Exactement. Juste en tant que praticien, excusez-moi, en tant que praticien, on utilise beaucoup le fil-marais. D'ailleurs, je travaille dans la même structure que le professeur Zouhir. Il nous aide énormément.
Et je peux vous affirmer qu'il y a un gain de temps énorme et un gain de coût aussi. Parce que ça nous permet de désescalader. La désescalade thérapeutique, donc au lieu d'utiliser des antibiotiques qui coûtent cher, donc ça permet parfois de gagner. Parfois ça change complètement, il est là pour le confirmer. Donc c'est vraiment, ça nous a changé la pratique. Et bien sûr, nous travaillons bien sûr avec les cliniciens parce que nous, on apporte un outil. Le clinicien reste souverain dans sa décision, bien évidemment. Nous, on leur apporte la réponse très rapidement avec un outil performant. C'est ça, en fait, le rôle du biologiste parce que, en fait, le clinicien, le pédiatre, le clinicien en général, il a tous les arguments, le faisceau d'arguments, imagerie, clinique, etc. Nous, on lui apporte juste un argument supplémentaire qui va lui permettre de prendre la bonne décision. Et donc, bien sûr, la clinique, elle est là, et il y a beaucoup d'autres paramètres qui sont importants chez le clinicien. Nous sommes là en train de l'aider pour apporter une solution très rapide. D'accord. Je donne la parole à professeur Hafidi. Oui, alors je rebondis sur l'histoire du prix. Nous, au statut de rabat, on le paye. On le paye, ceux qui ont l'assurance, ils le payent, et ceux qui sont en litige, s'ils ne peuvent pas payer, ils ne passent pas à travers le rabat. C'est vrai que avec l'antibiotique, l'antiviral, si on fait le coût, la balance du coût, si on fait la balance du coût, ça va vers l'utilisation de la biologie moléculaire plutôt que de donner des antibiotiques, des anti-infectieux par présomption et puis attendre 3 semaines pour arrêter. J'ai un commentaire par rapport à un autre moyen diagnostique, c'est le GeneXpert MTB pour les méningoencéphalites tuberculose. Ça apporte énormément par rapport au diagnostic. La tuberculose, ça existe. En plus, ça émerge encore. Et on a des chiffres vraiment hallucinants. Donc, il faut y penser. On a la possibilité maintenant de faire du GeneXpert MTB au niveau du LCR. Et ça permet rapidement de retracer le diagnostic sur un malade qui a traîné plus de 5 jours avec un syndrome infectieux, des céphalées, et il a pris des antibiotiques, et donc ça fausse tout ce que vous avez comme lecture à l'examen direct et à la chimie. Et donc, c'est aussi un moyen de biologie moléculaire qui améliore le diagnostic. Et ça apporte aussi, ce qui est important sur le GeneXpert pour le BK, c'est en parallèle, il vous permet de dire est-ce qu'il y a une résistance à la rifampicine ou pas. Et ça, c'est important. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Zoher, professeur Hafidi, docteur Idahmou. Merci pour l'assistance, de venir aussi nombreux dans une période de pandémie. Merci beaucoup pour le déplacement. Alors, on va passer automatiquement à la session suivante.